Bonjour et bienvenue au camp de la ville. Est-ce que je peux vous aider? Oui, ça serait pour inscrire mes 3 enfants. Ah, yes! Ça, je peux vous aider avec ça. C'est quoi l'âge de vos enfants? 5, 7 et 11 ans. C'est génial! On a des groupes pour les 3 groupes d'âge! Aïe, aïe! Bon, donc le 5 ans va être avec trouble anxieux, qui est juste là-bas. J'en perds deux, c'est sûr j'en perds un, il arrête pas de courir. Le 7 ans... Oh, le 7 ans va être avec commotion cérébrale, qui est juste là. La lumière, ma tête. Et oh, le chanceux, votre 11 ans va être avec dépression chronique, qui est juste là-bas, là. Vous trouvez pas que c'était un petit peu lourd comme nom de camp de jour, ça, non? Ouais, les animateurs étaient un petit peu tannés des noms comme Boum Boum et Clémentine. Ils ont décidé en groupe de choisir à la place un de leurs diagnostics. Comme ça, ils mettent un visage sur un diagnostic puis ça brise tous les tabous. Oui! Oh, attendez 2 secondes. Trouve de comportement, descends du toit, tu montres pas l'exemple, là. Bienvenue au balado de l'OQL, mon nom est Fred Ross et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on accueille 2 merveilleuses personnes pour nous parler des camps de jour au Québec. Ah, les camps de jour! Pour moi, comme pour plusieurs d'entre nous, j'imagine, qui travaillent en loisir, le camp de jour, c'est le début de tout. Le début d'une passion, la découverte d'un monde, mais surtout le plus beau stage de la vie que j'ai eu à vivre. Pour ceux et celles qui l'ont jamais vécu, voici mon image mentale des camps de jour. Ça débute tout d'abord avec un parc. Puis ensuite, on vient ajouter le bruit d'une gang d'animateurs crinqués qui, pour la majorité, ont aucune idée dans quoi ils s'embarquent. On est des animateurs. On est des rois du monde. J'adore les enfants. J'ai aucune idée c'est quoi m'occuper un enfant. Un coup que la chimie est pognée dans cette belle gang de jeunes-là, on vient maintenant y ajouter une énorme dose d'enfants. Vient tout d'abord le bruit, puis l'odeur. Pataboum, c'est juste pour leurs souliers sentent le fond du jus de poubelle. Ah, les camps de jour. Ça fait 15 ans que j'ai pas mis les pieds dans un camp, puis encore aujourd'hui, vers la fin juin environ, je me réveille en panique en me disant « Oh non, j'ai pas commencé ma planif, je suis pas prêt! » Ceci dit, en 15 ans, les camps ont beaucoup évolué. Les animateurs sont plus les mêmes, les jeunes et les parents ont beaucoup changé, puis même la gestion d'un camp, c'est plus la même chose qu'avant. Moi, dans mon temps, les animateurs pouvaient créer 6 jeux avec une branche à terre puis beaucoup de motivation. Selon les dernières données pan-québécoises sur les camps du gouvernement du Québec, en 2018, on recensait 1150 sites de camps de jour municipaux et on allait jusqu'à en estimer 1400 sur le territoire québécois. Ça veut dire que plus de 953 villes, incluant les arrondissements, ont accueilli près de 190 000 jeunes en 2018. Badaboum, il y a une erreur, j'ai juste 40 enfants dans mon groupe amateur. Ah, ben oui, dis-moi ça, tiens. Là, les 40 autres. On ajoute maintenant à cette belle sauce l'arrivée des maternelles 4 ans. Coucou les gars, on a eu une idée. Toujours selon les données pan-québécoises sur les camps, l'impact estimé des maternelles 4 ans sur la fréquentation des camps de jour municipaux représente l'ajout de près de 9 enfants par camp de jour. Dans un contexte post-pandémique, où la pénurie de main-d'œuvre se fait grandement sentir partout et où les camps de jour ont de plus en plus de misère à répondre à la demande, 9 enfants de plus, c'est énorme. Comment sont reconnus les camps de jour? Quelles sont les réglementations de nos jours? Y a-t-il des bonnes pratiques à suivre? On en parle aujourd'hui avec... Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec, et sa collègue Anne-Frédérique Morin, qui est, elle, directrice générale adjointe de l'Association des camps du Québec. Commençons tout d'abord avec Éric pour nous parler de la reconnaissance des camps du Québec comme service essentiel. Réellement, ça implique quoi? Camp de jour, service essentiel, moi, des fois, je le trouve un peu fort parce qu'on l'associe aux services policiers, aux pompiers, puis c'est un service très, très important là, pour répondre à l'enjeu de la conciliation travail-famille l'été. Là. Nos familles au Québec, ils peuvent pas prendre 8 semaines de vacances ou 9 pour prendre en charge leurs enfants. Les grands-parents sont bien gentils, mais à un moment donné, on fait partie vraiment maintenant
du scénario de l'été, là, l'époque du terrain de jeu où est-ce que tu y allais puis tu revenais quand tu voulais avec ton bicycle, ça n'existe plus, ça c'est disparu. On veut un contrôle, un encadrement sécuritaire de nos jeunes quand ils sont pas sous notre veille à la maison. Fait que c'est sûr, c'est vraiment très important là. Puis effectivement, la reconnaissance est très minimaliste de ce rôle-là actuellement. Là. OK, mais Anne-Frédérique, est-ce que les villes ont l'obligation d'avoir des camps de jour? Il n'y a pas d'obligation à offrir un camp au Québec, que ce soit pour un OBNL, un privé, une municipalité, le gouvernement provincial, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment sur la volonté de service aux citoyens ou de desservir la communauté dans laquelle on se trouve. L'organisation peut vraiment faire ce qu'elle veut. Après ça, il y a quand même une pression citoyenne, je le crois, un peu partout au Québec. Puis c'est ce qu'on ressent aussi. Lorsqu'un conseil de ville décide de fermer un camp de jour dans sa municipalité, ben souvent, il y a des arguments qui peuvent être soulevés en conseil de ville. Nous, on a des demandes aussi pour venir intervenir, pour sensibiliser. Donc, ça crée des remous. C'est pas quelque chose qu'on voudrait voir, mais après ça, ils ont tout à fait le droit de s'investir et de se désinvestir de ce service-là parce qu'il n'est pas obligatoire. Ici, à Saint-Étienne-du-Bout-en-Feu, nous sommes très malins. On a réglé cette histoire de camp de jour pour de bon. À partir d'aujourd'hui, toute personne de 17 ans et moins qui habite à Saint-Étienne-du-Bout-en-Feu aura l'obligation de s'animer tout seul de juin à septembre. Ainsi, la ville fera des économies gigantesques et on pourra enfin s'offrir un parc aquatique! Donc, selon ce que nous dit Anne-Frédérique, les villes n'ont pas l'obligation de maintenir leur service de camp de jour, mais étant essentiel, il serait sans doute très difficile d'en justifier le retrait. Mais en bout de ligne, Anne-Frédérique, à qui appartiennent les camps de jour? Est-ce que c'est une bébite gérée par le municipal, le provincial ou même le fédéral? C'est une bonne question de savoir à qui on devrait confier la gestion des camps. En fait, actuellement, elle est gérée par le milieu beaucoup plus local et il n'y a pas d'obligation. Il y a un comité interministériel qui a été créé qui devait en fait déterminer un peu dans quel cours ça devait aller. Donc, est-ce que ça doit aller du côté municipal, que ce soit au niveau des villes ou au niveau même du ministère des Affaires municipales? Est-ce que ça doit aller à l'éducation, au loisir et au sport, à la famille aussi? Donc, au niveau provincial, c'est pas très clair. On collabore déjà avec certains ministères qui sont nos référents, on a déjà les canaux de communication avec ces ministères-là. Néanmoins, ça reste que le municipal sur le terrain offre une très grande gamme de services au niveau des camps. Mais il ne faut pas enlever actuellement aux organismes qui sont spécialisés là-dedans leur expertise. C'est pas parce que c'est confié, par exemple, à des villes dans certains endroits que des OBNL ou des privés dans d'autres endroits ne sont pas le service mis de l'avant. Donc, ces organisations-là ont développé une expertise, puis il ne faudrait pas leur retirer ça si on donne la responsabilité à un ministère ou à un autre, que ce soit au fédéral, au provincial ou même aux villes. Nos organisations spécialisées là-dedans, ils ont des années d'expérience, puis je pense qu'il ne faut pas les oublier. Là. Et toi, Éric, avec ton rôle de grand Manitou de l'ACQ, qu'est-ce que t'en penses? Le rôle des villes, regarde, les villes sont des opérateurs de camps de jour où ils mettent en délégation, au même titre que des organismes comme les YMCA du Québec ont développé des expertises. On a plein d'organisations privées même qui offrent ce type de service-là avec des expertises pointues. Puis on l'a vu pendant la pandémie, si les organismes privés puis au BNL hors du réseau municipal n'avaient pas été en action, là, on aurait eu une crise là, parce que si ces camps-là opéraient pas là, il manquait vraiment de place pour qu'on relance la société puis que les gens retournent à l'ouvrage. Fait que leur présence est importante, d'autant plus que ce sont les gestionnaires de beaucoup d'organisations municipales. Les derniers recensements, là, ça frôlait quasiment le 50% des sites de camps de jour municipaux qui étaient en délégation. C'est un impact important de tenir compte de ces organisations-là. Fait que moi, je pense que le meilleur chapeau, c'est le ministère de l'Éducation, parce que ça fait partie de l'éducation de nos jeunes. La famille, ils sont pas là, sont pas au rendez-vous. On sait que c'est les services à la petite enfance qui sont davantage régis par eux. Puis je pense que le ministère de l'Éducation, là, c'est le chapeau des jeunes dans toute la période que nous, on les accueille en camp. Moi, je suis bien, puis je trouve que les camps, c'est là qu'on devrait être au ministère de l'Éducation. Et vous, sous quelle entité pensez-vous que les camps de jour devraient être au Québec? Venez-nous nous partager votre opinion dans la section commentaires du balado, j'ai hâte de vous lire. On reste dans la thématique de reconnaissance des camps de jour au Québec. Il y a certaines actions au Québec pour reconnaître les camps de jour, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que collectivement, on reconnaît les camps de jour à leur juste valeur?
Éric, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une meilleure reconnaissance des camps de jour au Québec? Oui, on vient de parler du ministère de l'Éducation au chapitre de la reconnaissance, ne serait-ce qu'avoir un accès aux écoles facile, en tout cas facilité, là, parce que là, c'est à plusieurs vitesses en fonction des régions puis des centres de services scolaires. Si à un moment donné, ça faisait partie de l'équation de dire les écoles sont rendues disponibles à l'opération des camps de jour. Wow, ça c'est une reconnaissance là. On se bat pas pour des locaux, on a des locaux. Tu construis des classes de maternelle 4 ans, tu demandes après ça de développer des programmes pour les maternelles 4 ans, ben donne-nous un accès à ces locaux-là. Puis après ça, nous autres, on va engager du monde puis on va les encadrer avec nos programmes. Fait que juste des signes comme ça qui seraient lancés de dire il y a une reconnaissance par l'accès à nos réseaux d'installation. Puis je pense que ça, c'est bien présent dans l'esprit du municipal, mais de dire que ça, c'est une reconnaissance ferme du ministère. On sent des gestes en ce sens-là, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il faut par ailleurs, ça, quand on réclame la reconnaissance, il faut se rappeler que le cadre de référence pour les camps de jour municipaux, il y a juste 13 ans. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. La libre pratique de l'encadrement à 1,25, 1,32, puis ça existait beaucoup plus. Il y avait presque, avant le DAFA qui fête ses 15 ans, il y avait peu de formation, ou un 7 heures, puis vas-y, va encadrer pendant 8 semaines. Fait que ça a beaucoup changé dans les perceptions des organisations, aussi de l'importance de leur camp de jour au sein même des municipalités. Puis les chiffres sont au rendez-vous, là. On manque de place. Fait qu'il y a une reconnaissance de ce besoin-là, je pense. Il y a peut-être pas une reconnaissance des décideurs à venir soutenir ça. On n'a pas un budget dédié pour les camps de jour au Québec. On en a un peu pour faire les visites de certification, mais il y a pas un financement à la mission là, des organisations qui opèrent des camps au Québec. Alors Johnny, c'est officiel. Tu pars en mission solo pour les 8 prochaines semaines. Un grand merci, capitaine. J'ai vraiment horreur de rester inactif trop longtemps. Et en plus, j'ai vraiment beaucoup besoin d'argent en ce moment pour donner tous mes services. Payé? Mais ne préfères-tu pas être un super bénévole? Imagine la gloire qui t'attend à ton retour, Johnny. Oh, bénévole. Comme dans Pas une scène. J'ai beaucoup d'expérience en négociation et je sais quand je me fais flouer. Mais ce deal me semble très honnête et je l'accepte assurément. On rentre maintenant dans une portion un peu plus technique liée à la réglementation des camps de jour. L'ACQ me parlait de l'intégration d'un permis d'opération dans les camps de jour au Québec. Est-ce que tu sais c'est quoi un peu? Moi non plus. Anne-Frédérique, c'est quoi un permis d'opération dans les camps de jour au Québec? Puis ça ressemblerait à quoi? Que c'est ça mange en hiver? Le permis d'opération, il va permettre de venir connaître d'abord et avant tout qui fait un camp au Québec, qui fait un camp de jour. Donc ça, on le sait pas actuellement. On a plusieurs camps qui sont réseautés dans nos différents, avec nos différents partenaires ou à l'association des camps. Mais si on n'est pas réseauté, ben on les connaît pas, ces organisations-là. Puis il y en a au moins 1000, 1500, 2000, on le sait pas combien il y en a qui sont pas réseautés. Ça, c'est définitivement un problème parce que si on veut savoir combien d'enfants sont accueillis en camp, ben on le sait pas au Québec. Donc ça nous permettrait d'abord et avant tout de savoir, de connaître le milieu qu'on veut encadrer. Après ça, ben c'est sûr que ça va nous permettre de mettre en place des balises planchers, des choses qui pour nous sont peut-être vraiment très normales, qu'on pense qu'ils sont mis en place partout. Par contre, au niveau des ratios, par exemple, ben, c'est pas partout qu'il y a un ratio de minimum un animateur pour 15 participants. Des fois, on peut voir du 1 pour 20 ou du 1 pour 25. C'est des choses que pour nous, on voudrait pas revoir dans un contexte de camp. La même chose pour le nombre d'heures de formation. Il y a certains milieux qui offrent peu ou pas du tout de formation. Après ça, c'est pas parce qu'un milieu n'est pas réseauté qu'il n'est pas bon. C'est pas parce qu'un milieu ne respecte pas les normes de la Sécu, par exemple, qu'il n'est pas bon. Ça veut juste dire qu'il y a personne qui va le vérifier, qui va voir qu'est-ce qui est fait sur le terrain. Donc ça, c'est clair qu'un permis va nous permettre de s'assurer qu'il y a un service qui est uniforme avec des balises planchées, là, quelque chose vraiment minimal. Puis après ça, ben on va pouvoir aller exiger certaines choses de plus pour les camps qui vont vouloir se l'imposer, qui vont vouloir être dans l'association des camps. On veut vraiment pas appliquer 80 normes de sécurité et de qualité à tout le monde tout d'un coup. Je pense que ce serait pas réaliste de toute façon. Il y a des organisations qui ne sont pas rendues là, mais qui pourraient toutefois avoir quand même une preuve d'assurance responsabilité civile pour accueillir des participants.
Hey, allô, madame. Merci d'avoir choisi le camp zigzag pour ton kid. Là, c'est bien smart. Il y a le boss là, qui veut que je vous rappelle le slogan là, à tous les parents. Fait que, ben, ici, au camp zigzag, là, tant qu'on joue, on a du fun. Fait que, ben, là, c'est important que ton kid ait envie de jouer avec nous autres parce que sinon, ben c'est ça, il n'y aura pas de fun. Fait que, ben, vous pouvez dropper votre enfant avec le gars là-bas, là. Hey Slager, il y a un petit roux qui s'en vient dans ton groupe. OK, boss. On continue dans la portion réglementation de cet épisode. Selon le site d'Éducalois, en résumé, la loi sur la protection du consommateur contient des règles générales et particulières qui s'appliquent aux commerçants qui fournissent des biens et des services aux consommateurs. Ben, Éric, c'est quoi le défi en lien avec cette loi et les camps de jour? Ben, il y a un gros enjeu au niveau des services rendus avant le début du séjour. Là. Actuellement, la situation, là, tu auras un enfant en camp, tu pourrais appeler au camp le lundi, puis même le mardi matin, en disant finalement, il viendra pas cette semaine. Puis comme le début du service n'a pas été consommé, moi, je vais être obligé de te rembourser toute ta semaine, même si tu n'étais pas venu le lundi puis que tu m'avais pas prévenu, là. Puis il n'y a pas de pénalité, il n'y a aucun frais. Fait qu'on a le modèle de parents qui même réserve plusieurs séjours dans des camps. Puis là, la fin de semaine, ils disent qu'est-ce que tu veux faire cette semaine? Tu vas aller au camp sportif ou au camp théâtre? Ah, je vais aller au camp théâtre. Fait que là, on va aller au camp théâtre, ils annulent le camp sportif, ils récupèrent leur argent. Fait que là, on a des places fantômes qui sont là, qui sont inoccupées, qui est trop tard pour les combler. Puis ça, t'ajoutes à ça la rareté de la main-d'œuvre. Ça veut dire que j'avais peut-être engagé trop de moniteurs pour le volume réel de campeurs que j'accueille le jour 1. Fait que les enjeux de ratio présumé, ils étaient pas vraiment là. J'étais correct, j'avais suffisamment de monde pour répondre à la demande. Fait que ça, il faut que ça arrête parce que les pénalités, là, on en a des exemples dans des organisations, là. Tu sais, c'est 700 annulations à 300 $ l'annulation. Faut pas être fort en mathématiques pour comprendre les retombées financières aussi pour nos organisations. Puis là, je parle d'une organisation qui opère quelques sites, mais quand même, c'est immense comme impact financier au moment où on trouve que les prix pour nos camps de jour, ils grimpent, ils sont de plus en plus limite abordables classe moyenne, là. Un été à 200 $ par semaine, ça devient une bonne dépense pour les familles québécoises. Puis si tu as 2 enfants, ben multiplie par 2, par 3. Il faut essayer de contrôler ces coûts-là. On a toujours voulu le faire, mais là, on est rendu qu'on budgète des pertes en annulation de séjour pour faire nos frais, là. Durant l'épisode d'aujourd'hui, plusieurs défis ont été nommés, mais aussi beaucoup d'opportunités qui ont été ciblées par mes invités. Avant de partir, j'ai demandé à Éric, dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est quoi le message le plus important à retenir? Voici le mot de la fin avec Éric Beauchemin. Je pense qu'on est prêt à passer à un autre niveau au niveau des camps de jour au Québec, là. On a fait nos devoirs. Toutes les machines sont prêtes à la mise en place d'un permis d'opération. On a tous les outils requis. Les partenariats entre les opérateurs de camps au Québec sont bien établis. La Fédération québécoise des centres de loisirs, l'Association du loisir municipal, le Conseil québécois du loisir, l'Association québécoise du loisir personnes handicapées. On se parle toutes. On a toutes des préoccupations pour ça. Les élus sont de plus en plus autour de la table avec nous. Là, il faut passer de la parole aux actes. C'est ce qui met fin à cet épisode du Balado de l'OQL. Pour ajouter votre saveur à ce merveilleux projet, nous vous invitons à nous laisser un commentaire en nous indiquant ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé de cet épisode. On souhaite bien sûr remercier nos invités spéciaux et nous vous remercions de votre écoute et on se dit à la prochaine! Ce balado est une présentation de l'Observatoire québécois du loisir. À la réalisation, la voix, le montage et toute autre tâche connexe, Frédéric Ross. Invités spéciaux, Éric Beauchemin et Anne-Frédérique Morin.